Bonjour à tous, je me présente, Khalil Lana, Practice Manager Advanced Analytics chez BGFI à Paris. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le concept de Citizen Data Science, concept qui allie la data science et l'expertise métier. Dans un premier temps, je vais expliquer le besoin actuel des métiers qui est d'avoir plus d'autonomie et de capacité d'analyse avancée. Dans un second temps, je vais introduire le concept de Citizen Data Scientist. Je vais ensuite expliquer en quoi consiste le travail d'un Citizen Data Scientist et quels sont les prérequis. Et ensuite, je vous présenterai un use case typique qu'un Citizen Data Scientist pourrait faire. Donc, je disais, actuellement, on a des utilisateurs fonctionnels qui maîtrisent, qui connaissent très bien leur domaine, qui ont une expérience métier qui est assez solide, mais qui dépend de l'IT quand ils veulent faire des analyses, notamment sur la BI traditionnelle, quand on a envie de pouvoir analyser ces chiffres. On est obligé de passer par l'IT pour pouvoir faire la préparation, la récupération des données et ensuite de faire l'analyse. Même si sur l'aspect d'analyse, c'est en train de changer, on a des outils de self-service BI qui permettent de corriger ce problème. Par contre, le métier reste toujours dépendant de l'IT au niveau de la préparation, au niveau de l'analyse avancée. Donc, pour éviter de perdre du temps, ce qu'il faudrait en fait, ce serait pour l'utilisateur métier d'avoir cette agilité, d'être capable en fait d'aller dans la donnée, de pouvoir faire lui-même sa préparation sans forcément maîtriser la technique, sans forcément maîtriser par exemple le code SQL ou le scripting, et de pouvoir faire ces analyses de façon autonome. Pour ensuite, après, bien sûr, comparer ce résultat-là avec des personnes qui seraient un peu plus techniques et de voir si les analyses sont bonnes ou pas. Et vraiment, l'objectif, c'est d'être capable d'avoir cette autonomie. Donc, pour cela, en fait, là, on a à peu près la chaîne de ce qu'un utilisateur métier voudrait faire, c'est-à-dire vraiment maîtriser toute la chaîne de la préparation de données jusqu'à la prise de décision. Donc, la préparation de données, ça va être tout ce qui va concerner les outils de préparation de données, donc les ETL, les outils de data prep, l'analyse de résultats. Donc, comme je disais, l'analyse de résultats, maintenant, on a des outils tels que Tableau, Power BI, ClickSense qui permettent de rendre des utilisateurs autonomes. Et la tendance, c'est ensuite de pouvoir faire la visualisation et le partage des analyses. Quand je dis visualisation, donc, on va préparer l'analyse avec ces outils de self-service, on va faire la visualisation et ensuite on va les partager facilement. Donc là, on reste encore dans la BI traditionnelle, donc on est encore sur du décisionnel. Donc, ce que je disais, c'est que la tendance avant, on avait vraiment un découpage net entre l'IT et le métier. Maintenant, avec l'émergence de ces outils de self-service BI, on a des utilisateurs en fait qui sont de plus en plus autonomes sur l'aspect self-service, et on voit en fait qu'ils commencent à, vu qu'ils comprennent leurs données, vu qu'on a l'évolution des outils qui sont de plus en plus développés sur l'analyse de données, en fait, les utilisateurs deviennent de plus en plus autonomes et ensuite souhaitent faire des analyses qui, pour le moment, seraient difficiles à faire pour eux, ce qui nécessite en fait un certain background technique, ça nécessite de savoir développer certains langages tels que le Python ou le R. Donc voilà, c'est la tendance actuelle, c'est les utilisateurs ont la capacité d'explorer leurs données, mais souhaitent avancer et pouvoir ensuite eux-mêmes faire des analyses plus poussées. Donc, c'est pour ça qu'on a le concept de Citizen Data Scientist. Donc, il faut savoir que ce concept-là a été introduit par le Gartner en 2016. En fait, il vient d'un constat assez simple, c'est que on a le métier de data scientist. Bon, maintenant, il existe depuis plusieurs années, mais ça reste encore un des métiers les plus recherchés par les entreprises. Donc, ce que je disais, c'est selon l'indice, ça reste toujours un des métiers les plus recherchés. Il y a ils ont énormément de sollicitations et on essaie souvent de se les arracher et de leur proposer des missions qui peuvent être extrêmement intéressantes. En fait, on leur vend pas mal de choses sur l'aspect analyse avancée de données. Donc, ce profil de data scientist, c'est un profil qui est rare, c'est un profil qui est très technique. Et en fait, ce qu'a constaté le Gartner, c'est qu'on a des nouveaux outils de self-service BI qui donnent des fonctionnalités de plus en plus avancées et qui commencent à remplacer certaines fonctions que faisaient les data scientists qui ne sont pas forcément les plus intéressantes.
notamment tout ce qui est préparation de données et utilisation d'algorithmes de machine learning qui sont, on va dire, standards. Parce que là, je donne un exemple très simple, c'est la plupart des data scientists travaillent sur Python. Donc, Python, enfin, on a Python et on a R. Et dans ces langages, en fait, ils sont connus pour avoir de grandes librairies qui ont déjà des fonctions d'analyse avancées qui sont déjà pré-codées. Et on a ces data scientists donc, qui utilisent ces librairies-là, donc qui n'ont pas forcément le besoin de redévelopper ces librairies-là. Et le souci, c'est que l'accès à ces librairies reste encore assez compliqué pour des personnes qui ne sont pas aussi techniques que des data scientists. Donc, c'est pour ça qu'on a ces outils-là qui permettent en fait de faire le même travail. Donc, je disais, en fait, sur les outils tels que Tableau, Power BI, etc., enfin Alteryx, DataIQ, on a des fonctionnalités en fait d'analyse avancée qui permettent à des utilisateurs qui connaissent très très bien ces données de pouvoir faire des analyses qu'un data scientist ferait il y a quelques années. Enfin, quand je dis après faire des analyses, c'est vraiment utiliser des librairies qui sont déjà préconçues. Donc, l'objectif, ce n'est même pas du tout de remplacer le travail d'un data scientist, mais c'est surtout de décharger le data scientist de tâches qui ne sont pas les plus intéressantes. Parce que, comme je disais, une grande partie du travail du data scientist, ça reste quand même la récupération et la préparation de données avant d'utiliser les algorithmes de machine learning. Mais le data scientist, donc je disais, c'est quelqu'un à la fois qui connaît son métier, mais qui doit quand même maîtriser un minimum les statistiques. Donc, c'est quelqu'un qui sait où chercher ses données, mais il doit être capable d'utiliser les bons algorithmes et de comprendre en fait les fonctions qu'il utilise. Donc, il doit avoir vraiment cette curiosité pour la donnée. Donc, ça, c'est vraiment un métier qui commence à apparaître de plus en plus. Et on le voit vraiment avec l'émergence d'outils comme Alteryx, par exemple. Donc, sur les prérequis de l'analyse avancée, donc je disais, pour avoir un bon citizen data scientist, il faut 4 choses. Donc, la première, c'est la facilité à préparer les données. Donc, comme je disais, ce n'est pas la partie la plus intéressante, mais c'est celle qui prend souvent le plus de temps. Il faut vraiment que le citizen data scientist soit autonome sur cette préparation de données et surtout qu'il soit capable de répliquer en fait cette préparation afin de gagner du temps. Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire une analyse en one shot, mais de pouvoir ensuite récupérer cette analyse et la refaire plusieurs fois. Donc, il faut aussi qu'il soit capable de se connecter aux sources de données. Donc, il faut qu'il soit bien sûr capable de se connecter à des données, à des bases de données, des fichiers plats, mais qu'il soit aussi capable d'utiliser des web services, des API, ce genre de choses. Donc, vraiment de pouvoir se connecter, peu importe la source de données, pour pouvoir continuer à faire ces analyses. Donc, je disais aussi, il faut qu'il soit capable après d'utiliser des fonctionnalités d'analyse avancée. Donc là, vous allez voir dans le use case, je vais vous présenter un use case qui a été développé avec Alteryx et qui permet en fait d'utiliser des fonctionnalités qui sont préconçues par l'application. Et donc, l'objectif aussi du Citizen Data Scientist, c'est de pouvoir utiliser ces fonctionnalités-là. Donc, sur les outils existants, la liste, bien sûr, est non exhaustive. Et même au niveau du classement, on pourrait en fait changer certains outils par d'autres. Par exemple, j'ai mis dans l'exploration de la donnée et la self-service analytique, j'ai mis les 3 principaux outils de self-service que sont Tableau, Power BI et ClickSense. Il y a d'autres outils. Sur l'Advanced Analytics, j'ai mis principalement Alteryx et DataIQ. Il y en a aussi énormément d'autres. On aurait pu mettre aussi Alteryx, par exemple, dans l'exploration de la donnée, DataIQ aussi. Enfin, on aurait pu intervertir, on aurait aussi pu mettre Alteryx dans le machine learning, ainsi que DataIQ, DataRobot dans l'Advanced Analytics. Voilà. Ça reste une opinion. En fait, c'est une manière qui est assez, que j'ai trouvé plus simple à découper. Mais c'est des outils en fait qui peuvent travailler sur plusieurs domaines. Et là, on le voit beaucoup avec les outils de self-service analytique comme Tableau Power BI qui misent énormément sur l'advanced analytic et même le machine learning. Donc là, vous le voyez sur les nouvelles versions, par exemple, de Tableau, on voit que Tableau maîtrise très bien l'aspect exploration de données et un peu Advanced Analytics et commence vraiment à aller dans le machine learning pour faire par exemple, des recommandations sur des graphiques qui, en fait, Tableau, par exemple, serait capable d'analyser les données de l'utilisateur et ensuite de faire des recommandations sur le type de graphique à proposer. Donc ça, c'est parce qu'il utilise des fonctionnalités machine learning et c'est pareil pour Power BI.
Donc, ce que je vais faire, je vais vous présenter un use case. Donc, le use case, en fait, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple. En fait, je suis un data analyst et je travaille dans une entreprise en fait, qui propose des plats préparés pour les utilisateurs. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord analyser les plats qui ont été stockés dans la base pour avoir un état des lieux en fait, de ces plats-là. Donc, vraiment une description détaillée des recettes. Et ensuite, dans un second temps, je vais plutôt prendre le rôle d'un citizen data scientist et je vais ensuite essayer d'aller faire une prédiction sur de la recommandation de recettes. C'est-à-dire pour des utilisateurs, pour un échantillon d'utilisateurs, je vais essayer de calculer la probabilité que ces utilisateurs aiment ces nouvelles recettes. Donc pour cela, je vais utiliser deux outils, Alteryx et Tableau. Voilà. Donc Alteryx, en fait, c'est un outil qu'on peut placer à la fois sur la self-service analytique et sur l'advanced analytique. En fait, Alteryx se place aussi sur l'aspect data science et ça permet de facilement faire de la préparation de données et de l'analyse avancée. Donc là, dans mon exemple ici, j'ai une jointure. Donc là, j'ai récupéré en fait deux fichiers. Le fichier des recettes et le fichier des utilisateurs. Donc, ce sont des fichiers plats, ce sont des CSV. L'objectif, c'est de faire une jointure entre deux fichiers, donc entre recettes et utilisateurs, et ensuite de faire une préparation de données. Donc là, j'utilise des outils de jointure. En fait, je n'ai pas besoin, par exemple, de faire du code SQL et de faire ma jointure en SQL. Donc, je suis capable d'utiliser ces outils-là. Donc, à partir de là, j'ai le résultat. J'ai 1 130 000 lignes. En fait, j'ai trouvé ce use case intéressant parce que j'avais un grand nombre de données. Donc, j'avais plusieurs centaines de milliers de données avec de la préparation à faire. Donc là, par exemple, ici, vous voyez cette colonne nutrition. Moi, en tant qu'utilisateur averti, je sais que dans la colonne nutrition, elle est divisée en 7 colonnes. Et dedans, en fait, j'ai, par exemple, pour la première, 517,6 correspond à la calorie. Ensuite, ça va correspondre au taux de masse grasse. Ensuite, ça va correspondre au taux de glucides, de protéines, de sel, etc. Donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est dans un premier temps de faire du nettoyage de données. Donc, pour cela, je vais utiliser des expressions régulières. Donc, par exemple, ici. Donc, Alteryx, en fait, me propose des outils qui me permettent de faire du parsing et du nettoyage de données. Donc, à partir de là, vous voyez ici, donc ça, c'était avant sur la colonne nutrition, je fais un nettoyage et je retire les crochets. Hop, donc là, j'ai bien retiré les crochets. Ça, c'est la première partie. Dans une seconde partie, je vais splitter la colonne nutrition en 7 colonnes. Hop, vous la voyez ici. On la voit ici, donc nutrition 1, nutrition 2, jusqu'à nutrition 7. Et ensuite, je vais faire un renommage parce que je connais en fait mes données, je sais quelle colonne correspond à quoi. Donc, je disais la première correspond à calories, ensuite taux de gras, taux de sucre, taux de sel, taux de protéines, etc. Et ensuite, je vais extraire, pour faire mes analyses, la date d'envoi de la recette et la date d'avis sur la recette. Donc, à partir de là, j'ai terminé ma préparation de données. Donc là, vous avez vu, en fait, la préparation de données, finalement, elle est assez simple. Hein. J'ai fait une jointure entre deux fichiers, un peu de nettoyage, j'ai splitté une colonne j'ai splitté un champ en plusieurs colonnes, j'ai fait du renommage et j'ai fait un petit peu de calcul. Donc ça, c'est un travail qui aurait pu être fait par un data scientist, mais comme vous l'avez vu, ce n'est pas forcément le travail le plus intéressant. Donc ça, c'est un travail qui aurait pu être développé en Python, par exemple. On a des librairies, par exemple la librairie Panda sur Python, qui permettent de faire cette préparation de données-là. Mais le souci, voilà, c'est qu'on perd en agilité et que ça nécessite les compétences d'un développeur, si ce n'est pas un data scientist, au moins d'un développeur, et ce n'est pas la partie la plus intéressante. Et surtout, dans le cas où j'ai envie de rajouter des champs ou faire de la correction, on perdrait en agilité si on dépendrait à chaque fois d'une personne qui ferait ces développements-là en Python. C'est pour ça qu'en fait, avec Alteryx, j'ai la possibilité de facilement faire ce travail-là. Donc, à partir de là, j'ai deux possibilités. Donc là, j'ai fait d'abord une analyse. Hop. Donc, en fait, l'analyse est toute simple. J'ai fait un export sur le format Hyper, c'est le format de tableau software. Donc, je vais faire en fait une analyse assez simple avec l'outil Tableau. Dans un second temps, j'ai fait un calcul de corrélation. Donc, ici, j'ai utilisé une corrélation de Pearson. Donc, en fait, la corrélation de Pearson, c'est un algorithme en fait, qui va me comparer différentes valeurs et qui va me calculer le coefficient de corrélation linéaire.
Ça veut dire qu'il va essayer de calculer la corrélation, par exemple, entre minutes, nombre d'étapes, minutes, ingrédients, etc., etc. Et l'objectif, c'est de savoir s'il y a une corrélation parfaite. S'il y a une corrélation parfaite, ça veut dire qu'on a 1. S'il n'y a pas de corrélation, ça va être 0. Donc, il va me calculer ce coefficient de corrélation. Donc, ça va me servir pour faire des analyses un peu plus avancées. Donc, ici, j'ai généré mon flux. Et là, j'ai sorti un fichier Hyper. À partir de là, voilà ce que j'ai sur tableau. Donc ici, j'ai un état des lieux en fait de mes données. Donc là, d'un seul coup d'œil, j'ai pu extraire les données. C'est pas, comme je disais, c'était pas forcément la partie la plus intéressante. Donc où j'ai pu facilement faire mes analyses et j'ai pu faire des calculs en fait. J'ai pu afficher la distribution de mes données pour représenter tout ça dans un dashboard. Donc là, je sais par exemple que dans mes données, j'ai la médiane du temps de préparation de mes recettes qui est à 40 minutes. Et ici, je vois un éclatement qui est assez important au niveau du temps de préparation. Donc, bien que la médiane se situe à 40 minutes, je vois qu'il y a que j'ai des recettes qui dépassent les 5 heures, ce qui n'est pas normal. Donc, je pense que c'est plutôt des incohérences. C'est pour ça que j'ai une médiane à 40 minutes. Et là, je peux faire aussi un nettoyage sur mes données. Je n'ai pas ce problème-là sur le nombre d'étapes. Donc là, ici, j'ai le découpage en fait du nombre d'étapes de mes recettes, donc qui vont de 1 étape à 110 étapes, mais je vais en avoir très peu, voilà, j'en ai qu'une. Et la médiane ici se situe à 8. Pareil pour les ingrédients, voilà, je vois le nombre d'ingrédients en moyenne qui est utilisé, enfin plutôt la médiane des ingrédients qui est utilisé. Ici, j'ai la distribution en fait du nombre d'ingrédients dans mon jeu de données. Donc là, je vois que mes données ont l'air plutôt propres parce que j'ai au maximum 40 ingrédients différents. Et on voit ici que la grande majorité se situe entre 5 et 12 ingrédients. Donc ici, j'ai aussi exporté les notes moyennes des utilisateurs. Donc ça va être intéressant parce que je vois ici que sur par exemple, 186 000 utilisateurs, enfin 186 000 utilisateurs ont donné la note maximum. Je vois vraiment que la répartition, en fait, est plutôt favorable sur les recettes. Il y a assez peu de personnes qui n'aiment pas les recettes. Sauf ceux qui mettent 0, mais 1 et 2 sont assez bas. Donc ici, j'ai aussi fait une distribution voilà, sur la date de publication de mes recettes, parce que j'ai réussi à récupérer un historique assez conséquent. Donc là, je vois voilà, que l'activité était surtout en 2007-2008 et la date des commentaires. Ici, j'ai un petit récapitulatif aussi de mes recettes où je vois que la moyenne, par exemple, de mes calories de l'ensemble de mes recettes est de 460 calories. Le taux de gras est de 34,6. Et ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir après croiser les données, c'est de se dire quelle est la moyenne des calories, par exemple, pour les notes qui ont une très, très bonne note. Donc là, je peux faire mes filtres. Donc, on est vraiment sur de l'analyse classique. Voilà, j'ai un état des lieux de mes données, je peux utiliser Tableau pour faire cette exploration, essayer de mieux comprendre mes données. Voilà, donc là, avec ça, je peux en tirer les conclusions que je veux. Je pourrais aller bien sûr beaucoup plus loin parce que j'aurais aussi pu essayer de segmenter mes recettes par type de recettes, c'est-à-dire si c'est des desserts, si c'est des plats salés, des plats sucrés, pour avoir encore un niveau d'analyse plus avancé. Là, je suis vraiment resté assez basique sur mes données, enfin sur l'analyse de mes données. Donc, dans un second temps, j'ai fait aussi un calcul de corrélation. Donc, ce que je disais, c'est ce qui est ressorti ici d'Alterix. Donc, j'ai utilisé en fait Alteryx pour me faire ce calcul de coefficient de corrélation. Et ici, je peux voir d'un coup d'œil assez rapide, en fait, quelles données interagissent avec lesquelles. Donc, je m'explique. Par exemple, sur calories, si je vais dans calories, je vois forcément entre calories, ça n'a pas de sens. Je vais forcément avoir 1. Ce qui va plutôt être intéressant, c'est de voir la corrélation entre les calories et les carbs qui correspondent aux glucides. Donc, on voit que la corrélation est assez forte. Parce que là, j'ai une corrélation, si je cherche dans carbs, j'ai une corrélation de 0,85. Donc, pareil pour le taux de gras, pareil pour le taux de protéines et le taux de graisse saturée, ce qui est assez normal. C'est plus j'ai un aliment qui va contenir du sucre, qui va contenir du gras, qui va contenir des glucides, et plus il sera calorique. Et ensuite, je peux faire la même chose de l'autre côté. Donc, ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir s'il y a une corrélation entre le nombre d'étapes de ma préparation de recettes et le temps. Et ici, je vois en allant ici sur le nombre d'étapes et le temps que cette corrélation, finalement, elle est assez faible. Donc, il n'y a même presque pas de corrélation. Donc ça peut être intéressant pour essayer de savoir si, voilà, il y avait
corrélations entre ces différentes mesures. Donc ça m'a permis donc de savoir que la calorie, c'est celle qui va interagir avec le plus. Bon, je suis un utilisateur métier, ça, je pense que je n'avais pas forcément besoin d'utiliser les corrélations, des calculs de corrélation pour le savoir, mais c'est toujours intéressant après de l'afficher visuellement. Donc ça, c'est la première étape. Donc là, j'ai fait vraiment quelque chose pas qu'un Citizen Data Scientist ferait, mais vraiment qu'un utilisateur classique, Analytics, pourrait faire. Donc là, dans un second temps, j'ai fait une analyse prédictive. Donc là, je vais le montrer. Dans cette analyse prédictive, donc là, j'ai récupéré un échantillon d'utilisateurs que j'ai entraîné, où j'ai récupéré un échantillon. En fait, c'était pour faire en sorte que ma prédiction se fasse rapidement, parce que ça prend un certain temps pour s'exécuter. Donc, j'ai vraiment pris un échantillon. J'ai pris 1% de mes utilisateurs, parce que j'en ai 25 000. Et à partir de là, donc par rapport en fait, à l'avis qu'ils ont eu sur des précédentes recettes, je vais leur faire des recommandations sur de nouvelles recettes. Donc, sur le modèle d'entraînement, en fait, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Je leur ai dit que si ils mettaient une note supérieure à 2, à 2,5, donc entre 2,5 et 5, donc ça voulait dire qu'ils ont aimé ma recette. Si c'est inférieur à 2,5, ça veut dire qu'ils n'ont pas aimé ma recette. Et c'est sur cet indicateur-là que je vais me baser pour faire ma prédiction. Donc ici, si on repart sur mon dashboard, je vois ici que mes recettes, la grande majorité, en fait, est supérieure à 2. Ça veut donc dire que logiquement, ma prévision devrait me donner des recommandations qui sont devrait en fait me donner des taux de recommandations qui sont assez élevés, parce que finalement, les utilisateurs aiment beaucoup en fait les recettes, ils mettent assez peu de mauvaises notes sur les recettes. Et donc l'objectif, c'est vraiment de faire ce test et vraiment de faire ce test de calcul prédictif. Donc là, sur Alteryx, en fait, j'utilise un modèle boosté. Donc, ce que je disais, c'est sur Alteryx, en fait, l'outil va me fournir un nombre assez élevé de fonctionnalités prédictives. J'utilise le modèle boosté parce que c'est un modèle en fait qui va me permettre, en fait, qui est assez simple à utiliser. Donc, il se base sur une cible. Est-ce qu'il a aimé les précédentes recettes ou pas? Et à partir de là, je vais choisir des variables de prédiction. Donc, par rapport à ce qu'il avait aimé, je vais lui dire, essaye maintenant de me calculer la prédiction par rapport aux calories, par rapport au taux de masse grasse, par rapport au taux de sucre, par rapport au sel, etc., etc. Aussi par rapport à la date de review. Et à partir de là, Alteryx va être capable de lancer le modèle et ensuite me faire cette prévision. Donc, je disais, ce travail-là peut être fait par un data scientist. Après, ce serait à lui de le développer soit en Python, soit en R. Donc, sur des outils tels qu'Alteryx, on a déjà ces outils qui sont préconçus. Donc là, je peux même aller, par exemple, sur le boosted model. Donc ça, c'est toujours quelque chose après que je peux montrer à un data scientist si je travaille avec lui. C'est si lui me demande quel est le code qui a permis en fait de développer ta prédiction. En fait, je peux lui montrer, je peux récupérer le code qui est déjà pré-packagé dans Alteryx. Donc ce code-là, en fait, ça évite au data scientist de le recoder ou de le récupérer. Ça permet en fait de gagner du temps sur vraiment des analyses qui sont plus intéressantes. Donc là, j'ai déjà exécuté le code parce qu'il prend un certain temps à se lancer. Ici, en fait, j'ai une explication. Donc, Alteryx est même capable de m'expliquer en fait son analyse où il m'explique qu'il a tenté donc de faire sa prévision suite aux variables que j'ai transmises. Donc, il m'a fait un classement. Il m'a donc dit quelles sont les variables en fait qui ont le plus d'incidence. Il me dit donc celle qui a le plus d'incidence sur la prévision, c'est celle au niveau de l'année. Après, ça peut sembler assez logique parce qu'un utilisateur, s'il a donné une bonne note il y a assez peu de temps, si on prend les mêmes variables sur les prochaines recettes, c'est logique en fait qu'il donne aussi une note qui soit satisfaisante. On voit ici qu'au contraire, par exemple, sur les autres, en fait, le facteur d'importance est moins élevé. Donc ça, c'est quelque chose après que je peux analyser que je peux ensuite analyser dans un second temps. Donc là, voilà, il m'explique. Ici, j'ai le détail en fait de mon explication. Et il me dit, voilà, au niveau des années, donc la prédiction est assez élevée. Par contre, ici, au niveau de la calorie, elle baisse quand je commence à dépasser un certain nombre de calories. Donc ça peut être, c'est quelque chose qui peut être après intéressant à analyser. Donc ici, ensuite, j'ai fait un scoring. Et à partir de là, j'ai été capable de faire ma prévision. Donc en fait, ce que fait le scoring, c'est il va être capable
d'analyser les résultats de mon modèle boosté et ensuite de sortir deux valeurs, oui ou non, va aimer ou ne va pas aimer. Donc en fait, ça me permet juste ici, j'ai fait mon renommage, il m'a permis ensuite de savoir si mes utilisateurs vont apprécier la prochaine recette ou ne vont pas apprécier la prochaine recette. Donc 1 correspond à 100%, 0 correspond à 0%. Donc là, ici, j'ai fait un classement aussi, bien sûr, pour récupérer les utilisateurs qui ont le plus de chances d'aimer mes recettes. Et je vois ici, par exemple, que pour cet utilisateur-là, il a 98% de chances d'aimer la recette Rot, Cool, Red, Câblage, Dutch, Recipe. Enfin, j'ai l'ID, après, je pourrais toujours lui transmettre. Donc, à partir de là, j'ai été capable de sortir un fichier donc, qui se trouve ici. Et ensuite, je peux après adresser mes utilisateurs et leur faire cette recommandation-là. Donc, comme je disais, c'est pas étonnant en fait que j'ai des taux d'approbation qui soient aussi élevés parce que au niveau de mon analyse, j'ai fait quelque chose de plutôt simple. Je suis parti du principe que si c'était au-dessus de 2,5, il allait aimer. Donc, ça veut dire même 3 rentrer dans la prévision. Et comme on l'a vu précédemment, les utilisateurs ont tendance à bien noter les recettes. Donc, ce n'est pas étonnant que j'ai ces taux-là. Après, ici, j'ai fait mon classement et on voit qu'ils peuvent baisser. Bon. Voilà. Donc ça, en fait, ce travail-là, c'est quelque chose qu'un Citizen Data Scientist peut faire. Donc, il est capable d'utiliser des outils d'analyse avancée et ensuite de faire des prédictions. Donc là, l'objectif après, c'est j'ai fait ma prédiction, j'envoie ensuite mes recommandations à mes clients et après, je récupère ensuite le résultat. Et en voyant le résultat, ensuite, je le compare par rapport à ma prédiction et ça me permet après d'améliorer mon modèle et ensuite de changer certains indices, ensuite soit de l'affiner, par exemple de changer en fait mes règles de sélection sur le fait qu'il n'ait aimé ou pas, ou de changer en fait mes critères de sélection. Donc, c'est vraiment à ça que va servir ces outils d'analyse. Donc, j'espère que ça a été clair là-dessus. Je vais repasser sur la présentation. Voilà. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les dire en fin de commentaire. Donc là, l'objectif, c'était vraiment d'expliquer en fait le rôle du Citizen Data Scientist, donc quelqu'un qui est capable de lui-même explorer ces données et de pouvoir utiliser des fonctionnalités prédictives, des fonctionnalités qui pourraient être développées par un data scientist, mais voilà, qui pourraient être développées par un data scientist tout simplement. Et l'objectif du Citizen Data Scientist, c'est justement de décharger le data scientist de ces analyses qui ne sont pas les plus complexes à faire, parce que, comme je disais, on a déjà ces fonctionnalités qui sont déjà pré-packagées. Et ça permet vraiment, suite au data scientist, d'aider le Citizen Data Scientist à peaufiner son modèle, à l'améliorer pour ensuite avoir un modèle de plus en plus précis. Donc là, je vais vous expliquer ensuite rapidement, en bref, BGFI. Donc, nous sommes une entreprise de 200 collaborateurs. Nous sommes répartis sur plusieurs pays, principalement à Paris, Bruxelles. Nous avons un centre à Tunis et nous sommes aussi beaucoup implantés à Singapour. Donc, voilà, nous intervenons principalement sur 4 domaines d'intervention. Donc, ça, notre vision, en fait, c'est Innovative Analytics to Empower Business. Donc, Innovative Analytics, c'est l'innovation comme facteur différenciateur. Ça veut dire, c'est ce que je disais, c'est actuellement, on est dans la BI classique, on est dans l'analyse de données. Et là, maintenant, l'objectif, c'est de proposer en fait des outils qui soient plus que ça, qui permettent vraiment de faire de la self-service dans un premier temps, mais aussi de l'advanced analytics. Donc, ce que pourrait faire un Citizen Data Scientist. Et l'objectif, ensuite, c'est de pouvoir après améliorer son business, trouver de nouveaux marchés, enfin, déterminer de nouvelles tendances. Donc, je disais, sur notre 4 pôles d'intervention, nous sommes principalement donc, sur le data management, le data engineering, l'advanced analytics et les solutions verticales. Donc, moi, par exemple, je travaille plutôt sur l'aspect advanced analytics, donc la valorisation de l'analyse en libre service. Et donc, ce sont les domaines en fait que nous approchons. Donc, ce que je disais, ça, c'était donc les domaines que nous adressons et les solutions que nous proposons. Donc, ce sont des outils. Donc, toujours moi sur ma partie sur l'advanced analytics, voilà, nous proposons en fait des outils de self-service analytics tels que Tableau, Power BI, ClickSense, des outils de data science tels que par exemple Alteryx ou même DataIQ. Et nous avons aussi des styles d'innovation. Nous proposons aussi des solutions de cloud. Enfin, voilà, c'est les différentes solutions que nous adressons.
Donc, en tout cas, j'espère que ce webinaire a été assez clair pour vous sur l'explication en fait, du Citizen Data Scientist.